l'activité du jour, nous reprenons donc notre cours de grammaire là où il en était resté. Nous allons terminer ce qui relève des noms et faire et terminer ce qui relève d'une deuxième classe de mots qui s'appelle les déterminants. Mais avant cela, je vais faire un petit point sur une notion qui est très commune en grammaire et qui est finalement assez compliquée à manipuler. C'est la distinction entre nature, classe de mots, et fonction, usage des mots à l'intérieur d'une phrase. Alors, je vais faire deux cartes mentales, vous allez prendre une feuille dans ce sens-là, et puis il y aura une partie, deux cartes mentales, une sur chaque partie de la feuille. Tout d'abord, ce qu'on appelle les natures de mots. Les natures de mots, c'est ce qu'on appelle aussi les classes de mots. C'est le fait que les quelques milliers de mots que nous avons dans la langue française ont des comportements grammaticaux. Certains se mettent au féminin, d'autres se mettent au pluriel, d'autres sont invariables, d'autres s'utilisent toujours devant les noms, d'autres s'utilisent toujours derrière les verbes. Bon, ils ont des comportements grammaticaux qui fait qu'on les a mis dans des catégories. Ces catégories, c'est ce qu'on appelle les natures ou les classes de mots. Vous vous rappelez que c'est mon premier chapitre, les classes de mots. Et donc, quand on appartient à une classe de mots, eh bien, on est répertorié comme tel dans le dictionnaire. Vous prenez chaise, entre parenthèses, NC, nom commun. Vous prenez fermé, entre parenthèses, V, verbe. Rapide, entre parenthèses, adj, adjectif, etc. Donc, la totalité des mots du vocabulaire, lexique français, est répartie en nature. Si vous voulez, la nature, c'est l'identité des mots. Identité. Et cette identité, elle est construite, comme je l'ai dit lors de mon premier cours de grammaire, sur le fait que le grammairien, il fait des manipulations. Il déplace, il supprime, il ajoute. Ces manipulations, elles aboutissent à la définition d'un comportement du mot, comportement grammatical, et donc on le place à partir de là dans la catégorie des mots qui se comportent comme lui, qui agissent comme lui. Alors cette classification des mots en fonction de leur identité, elle recouvre, comme je l'ai déjà dit, donc cette petite carte mentale, on l'a déjà faite, mais je la remets en place aujourd'hui, sur une petite dizaine de catégories. Les mots appartiennent à une catégorie qui est celle du nom. Ils sont noms, c'est-à-dire ils se comportent d'une certaine façon qui fait qu'on leur a placé un grand ensemble, celui des noms. Le grammairien Aristote, c'est un philosophe de l'Antiquité. Est-ce que vous savez sur Aristote, tiens, comme ça? Aristote. Personne ne sait rien sur ce pauvre Aristote. C'est un des philosophes les plus essentiels de l'Antiquité. Il y a Platon et il y a Aristote. C'est les deux grandes figures parmi tant d'autres, mais deux très grandes figures de la philosophie. Ben, Aristote, c'est le premier grammairien véritable de notre Occident, parce qu'il a pris la langue grecque et il a essayé d'en faire une description. Dans la description qu'il fait, il ne fait pas de distinction, par exemple, entre ce que nous appelons les noms et ce que nous appelons les adjectifs. Les noms, c'est chaise, c'est manteau, c'est rideau, c'est etc. Les adjectifs, c'est rapide, c'est vert, c'est lent, c'est grand, petit. Et il ne fait pas de distinction, il les met dans le même lot. Pourquoi? Parce qu'il s'aperçoit qu'ils ont un comportement identique. Et ce comportement consiste à prendre la marque du masculin et du féminin, et puis, pour certains aussi, du neutre, parce que c'est un cas comme un certain nombre de langues, encore le grec moderne par exemple, a le neutre. Un certain nombre d'objets ne sont ni mâles ni femelles, ils sont sans genre particulier, ils sont neutres. Ce ne sont pas que les objets, d'ailleurs. Le mot enfant, par exemple, en grec moderne, c'est un neutre. C'est un neutre. C'est pas encore ce que ce sera les enfants. C'est encore pas ce qu'ils deviendront. Donc ils appartiennent à une catégorie collective. Voilà, c'est un ensemble non déterminé. Bref, les noms, les adjectifs, les pronoms. Les pronoms, nous y consacrerons
presque de cours au pronom parce qu'il se subdivise en 7 catégories. Il y a 7 types de pronoms. Et le jeu de l'exercice de grammaire au plus court, c'est de vous dire relever et classer les pronoms. Par exemple, dans le texte suivant, vous avez des pronoms personnels, je suis, nous, il. Vous avez des pronoms relatifs, qui, que, quoi, donc, vous. Vous avez bon, pronoms personnels, pronoms démonstratifs, pronoms interrogatifs, etc. Vous avez toutes sortes de pronoms. Pronoms. Vous avez encore des adverbes. Tôt, T-O circonflexe T, très, mais tous les mots, rapidement, sereinement, facilement, exactement, des adverbes. Qu'est-ce que vous avez encore comme catégorie? Vous avez ce qu'on appelle des conjonctions. Conjonctions. Et les conjonctions, elles se divisent en 2 petites subdivisions, que nous verrons aussi en leur temps. Les conjonctions de coordination, elles sont en nombre très limité, c'est mais ou est hors d'Icare, mais ou est hors d'Icare. Pendant longtemps, on mettait le donc avec, mais le donc, il avait des comportements un peu particuliers, donc on l'a sorti du lot, on l'a mis dans les adverbes, le donc. Mais ou est hors d'Icare, mais ou est, ET, hors, ouest, ni, écart, voilà, bien ainsi. Et puis les conjonctions qu'on appelle de subordination, c'est des compléments, c'est des composés pardon, de que. Dès que, lorsque, parce que, bien que, quoique, plus 3 exotiques qui sont comme si et quand, comme si quand. Mais bref, on les verra en leur temps. Dictionnaire, quand, entre parenthèses, conjonction. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons une catégorie très importante, dont nous allons aussi parler aujourd'hui, les prépositions. Comme leur nom l'indique, les prépositions, ouais, adverbe, ça va avec le verbe. Un préposition, c'est posé avant, préposé, posé avant. Prépositions, il y en a une petite dizaine qui sont très usuelles, sur un nombre, je dois aller jusqu'à une cinquantaine. C'est à, de, par, pour, avec. À, de, par, pour, avec. Contre, près de, loin de, au-dessus de, en dessous de. Les plus usuels, c'est de. La plus usuelle, c'est de et à. De et à. Je vais à Paris, je voyage en train, la ferme du village, l'exercice de mathématiques, bon, etc. Prépositions. Donc tous ces mots-là sont prépositions dans le dictionnaire. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons ce qui relève, toutes les grammaires ne les ont pas, mais j'avais dit la dernière fois, les onomatopées. Onomatopées. L'onomatopée, c'est un bruit. C'est plouf, c'est coin-coin, waf-waf, pong, pong, clac, c'est un bruit. Dans mon cours de linguistique, je vous avais dit que les bruits étaient perçus différemment d'une langue à une autre. Hein, que quand nous faisons cocorico, l'allemand fait kikiriki et l'espagnol cocoroco, bon, le portugais cocoroco, chacun fait différemment, perçoit avec les sons de sa langue, avec les phonèmes de sa langue, perçoit le monde extérieur. Nous avons aussi dans donc toutes les grammaires ne les ont pas. Nous avons aussi, et toutes les grammaires n'ont pas, les interjections. Interjection, c'est tout ce qui relève des exclamations, en gros. C'est et, c'est ah, c'est oh oh, c'est aussi le haut, de haut, rage, haut, désespoir, haut, vieillesse ennemie. Aussi. Et puis, nous en avons 2 que je vais changer de couleur et vous allez comprendre par la suite pourquoi. C'est les déterminants et c'est les verbes. Le verbe facile, soit il désigne une action, marcher, manger, ouvrir, sauter, parler, penser, c'est action. Soit il désigne un état, ce qu'on appelle les verbes d'état, être, paraître, rester, demeurer, verbe d'action, verbe d'état. Et puis les déterminants, c'est les petits mots, disons, certains sont très grands, comme beaucoup de,
C'est les mots qui sont devant les nôtres. Beaucoup de chats infestent la ville, quelques chats infestent la ville, 36 chats infestent la ville, mon chat se promène dans la ville. Devant chat, je vais mettre quelque chose, c'est ce qu'on appelle un déterminant. Ça, c'est l'identité. L'identité, c'est ce qui a marqué sur votre carte d'identité. Moi, il y a marqué Florent, voilà, je prends mon permis de conduire, il y a marqué Florent, je prends ma carte d'identité ou mon passeport, ça ne change pas, c'est toujours Florent. Je ne peux pas changer d'identité, mon identité, elle est fixe, parce qu'elle renvoie à mon fonctionnement grammatical quand je suis un mot. Alors, il arrive parfois que certains mots aient des comportements très différents. Le même mot peut avoir des comportements très différents. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en général, on les duplique ou alors on leur donne un signe distinctif. On aura un A comme cela et un A sans accent. Parce que le sans accent, vous le savez, c'est le verbe avoir. Donc le A avec accent, ce sera la préposition. Et on a un même mot, il sonne pareil, se prononce pareil, il s'écrit pareil, mais il se comporte très différemment. Certains peuvent prendre le futur et le passé, quand d'autres sont invariables. Bon, ben, on a décidé de les dupliquer. Et on a décidé, pour que ce soit encore plus clair, de donner un signe distinctif à la d'eux. La préposition, elle aura un accent. C'est identique avec le ou. Il y a deux ou en fait en grammaire. Il y a le ou, conjonction de coordination, mais ou est or ni car. Tu préfères du poulet et des frites? Tu préfères du poulet ou du bœuf? Ou du bœuf. Et des frites ou du bœuf. Et ou, mais ou est donc or. Mais ou est or ni car. C'est le ou sans accent, il est conjonction de coordination. Puis il y en a un autre qui se comporte très différemment parce qu'il désigne un lieu. C'est le pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où. La place où je me suis garé est en travaux. La salle où je fais cours est bien aérée. Donc deux comportements. Résultat, on donne deux graphies un peu différentes et on les met dans deux endroits différents. Mais parfois, c'est la difficulté, la graphie reste la même. C'est le cas de que, par exemple. Que, c'est un spectacle à lui tout seul, que, dans ses comportements. Il agit de manière spectaculaire en fonction des situations. Vous avez des que qui sont pronoms relatifs. Qui, que, quoi donc. Vous avez des que qui sont conjonctions de subordination. Vous avez des que qui sont déterminants, exclamatifs. Vous avez des que qui sont compléments d'un adverbe, ne que. Oui, que se comporte vraiment de manière très différente, donc on l'a dupliqué. Ça donne plusieurs entrées dans le dictionnaire. Que, entre parenthèses, conge, conjonction de subordination. Entre parenthèses, pronom relatif. Entre parenthèses, adverbe. Pourquoi? Parce qu'il agit très différemment en fonction de son emploi, donc on l'a placé dans plusieurs catégories. C'est des cas un peu extrêmes. Disons qu'en général, on appartient à une identité, on appartient à une catégorie. Et le fait d'appartenir à une catégorie ne nous dit pas toujours quelque chose sur, deuxième carte mentale, sur la fonction, c'est-à-dire sur l'emploi que nous aurons de l'objet. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction, les fonctions? Les natures, c'est en quelque sorte l'identité des mots. Les fonctions, c'est leur usage, c'est leur utilisation dans une phrase, et je serais tenté de dire même dans cette phrase-là. Quand on étudie une phrase, bien dans cette phrase-là, il y a une utilisation des mots particulière qui nous donne donc ces fonctions. Et un même mot, ayant une nature unique, peut avoir des fonctions multiples. Gardez cette idée que à 6h30, moi je suis père de famille. C'est ma fonction. Et puis à 7h30, je suis conducteur. Je viens jusqu'ici. Puis à 8h, je suis prof. Puis à midi, je suis là. Puis je change de fonction au cours de ma journée. Et pourtant, j'ai la même identité. Toujours la même identité.
Donc les mots, ils ont non seulement une nature, mais ils ont des fonctions changeantes en fonction des phrases. Alors, quelles sont ces fonctions? Là, on va faire une carte mentale un peu atténuée, c'est-à-dire un peu limitée, où je vais marquer que ce dont j'ai besoin là immédiatement. Quand nous verrons au second semestre de cette année les propositions subordonnées, on élargira la gamme des fonctions possibles. La plus simple des fonctions, c'est sujet. Autrement exprimé, le mot que l'on considère, il réalise, il accomplit l'action désignée par le verbe, ou il subit cette action désignée par le verbe. On va prendre une phrase à chaque fois avec le même mot, ça nous permettra de comparer. Le chat poursuit la souris. Vous cherchez dans le dictionnaire chat, vous trouverez toujours que chat, c'est un nom commun. Le chat, ça nous donnera un groupe nominal, un petit groupe qui contient deux mots. Le chef, le noyau, c'est chat. Ce groupe nominal, qu'est-ce qu'il fait ici? Quelle est sa fonction ici? Sa nature, ce sera toujours nom. Mais sa fonction dans cette phrase-là, ce sera de accomplir l'action désignée par le verbe. Fonction particulière, accomplir l'action désignée par le verbe. C'est une fonction très commune pour les noms, nous verrons tout à l'heure. Être celui qui accomplit l'action. On pourrait aussi être celui qui subit l'action, dans les phrases au passif, par exemple. La souris est poursuivie par le chat, ou pour garder le chat est poursuivi par le chien, le chat, il subirait l'action de être poursuivi. Ça n'empêche qu'il serait celui qui fait et qui subit l'action désignée par le verbe. Donc ça, c'est la plus commune des fonctions. Nous avons une immense, très grande, très complexe fonction ensuite, qui est celle des compléments. Qu'est-ce que c'est qu'un complément? C'est un ajout. C'est un élément qui se combine avec un autre pour former un groupe, qui s'additionne avec un autre élément. Peut-être vous prenez des compléments alimentaires. Vous mangez ce que vous achetez dans votre supermarché, mais votre pharmacien, votre médecin, il vous donne des compléments pour s'ajouter à ce que vous mangez, des compléments alimentaires. C'est ça, c'est que nous avons des éléments qui s'ajoutent à. Et la première grande famille des compléments, c'est les compléments du verbe. Compléments du verbe. À savoir que l'objet que l'on considère, quelle que soit sa nature, cet objet, il va s'ajouter au verbe pour définir son sens, amplifier son sens, clarifier son sens. Ici, le chat poursuit quoi? Il poursuit, la phrase de chat poursuit, ça n'aurait pas un sens particulièrement précis, poursuit, le chat poursuit. Vous allez dans la rue, vous dites à quelqu'un, le chat poursuit, on attend la suite. On attend le complément. Et la souris, en l'occurrence, eh bien, ce sera le complément du verbe poursuivre. Ces compléments, sans entrer trop dans le détail, parce que ce sera le sujet que nous aborderons en décembre, le verbe sera un gros morceau de la fin d'année. Les compléments du verbe, on les dit compléments d'objet, c'est-à-dire qu'on rajoute un objet au verbe. Ils répondent à la question quoi, en général. Quoi, qui? Je vois Marie. Je vois qui? Marie. Je poursuis le chat. Je poursuis quoi? Je poursuis qui? Le chat. On les dit dans ces circonstances-là directes. Ils sont complètement, immédiatement collés au verbe. Je poursuis quoi? Le chat. Et mon groupe, le chat, qui est le même qu'ici, c'est la même nature, c'est un nom. Sauf que là, il était avant le verbe, il était sujet du verbe. Là, il est complément du verbe. Je poursuis le chat, directement collé au verbe. C'est un complément d'objet dit direct.
On a aussi des compléments d'objets qui se disent indirects. Je parle au chat, un animal, et je lui parle. Ouais, il est toujours, je parle, cette fois-ci, à qui? À quoi? Je parle au chat. Chat, c'est toujours un nom commun. Mais là, il est séparé, pour le coup, il est séparé du verbe par un petit mot qu'on appelle une préposition. À, de, par, pour, avec. Et donc, ça nous donne un groupe qu'on appelle un complément d'objet, complément du verbe. Et il est indirect, il est séparé du verbe. Alors, le fait qu'il soit direct ou indirect, ça n'a aucune incidence en français, mais alors aucune, sauf sur un objet qui est l'accord des participes passés. L'accord des participes passés, dans un certain nombre de cas où le complément est justement placé avant le verbe. Et puis, nous avons un dernier groupe que vous avez peut-être moins, dont vous avez moins la familiarité, peut-être. C'est les compléments qu'on appelle essentiels. Ils sont 5. C'est les compléments de poids, de mesure, de manière, de temps et de lieu. Compléments essentiels de temps, de manière, de lieu, de poids, de mesure et de taille. Si on en rajouter un 6. Si je vous dis je mesure 1,80 m, qu'est-ce que c'est qu'un 1,80 m? Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chien, 1,80 m. Ben, c'est un complément qu'on appelle de taille, de mesure. Si je vous dis je pèse 80 kg, ben, je suis un menteur déjà, mais surtout, c'est que 80 kg, c'est un complément de poids. De poids. Et si je vous dis je vais, la phrase n'est pas complexe, je vais. Et donc ce que j'ai au bout, c'est un complément essentiel de lieu en général. Je vais à Paris. À Paris, c'est un complément essentiel de lieu. J'en ai besoin pour que le verbe ait du sens. Donc on a ce qu'on appelle les compléments du verbe. On a ce qu'on appelle aussi les compléments de phrase. C'est en général ce qu'on qualifie de circonstanciel. Dans la grammaire plus traditionnelle, en école primaire, on appelle ça plutôt les compléments de phrase. C'est un ensemble assez vague. À l'école, au collège, donc en cycle 4, on appelle ça davantage les compléments circonstanciels parce qu'on les divise. Circonstanciel de manière, de conditions, circonstanciel de temps, de lieu, de... Chaque matin, le chat poursuit la souris. Si le jardin est ouvert, le chat poursuit la souris. Quand le temps le permet, le chat poursuit la souris. Et ça, c'est des groupes. Et ces groupes, ils nous donnent une indication qui complète la phrase initiale. Complète la phrase initiale, le chat poursuit la souris. Et qui nous donne une circonstance, temps, lieu, manière, condition, concession, etc. On verra ça dans le détail lors de mon chapitre 2. Là, je suis encore sur le chapitre 1, les classes de mots. Le chapitre 2 arrivera très bientôt. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons les compléments du nom. C'est une petite subdivision, mais complément du nom, complément de l'adjectif, complément de l'adverbe, et de même qu'il y a des compléments du verbe, complément du verbe, il y a des compléments pour les autres objets. Complément pour les adjectifs, complément pour les noms, complément pour les adverbes. Exemple, si je vous dis que j'ai un chat, comment on va le dire, marron clair, mon chat il est marron, sa couleur, on dira plutôt brun d'ailleurs pour un chat. Les cheveux, les poils c'est plutôt brun, mais passons. Et j'ajoute un complément, j'ajoute une information supplémentaire sur le marron. Ce pull, il est jaune orange.
C'est une couleur, elle est faite de deux morceaux, l'une complète l'autre. Mon chat est rapide. Mon chat est très rapide. Et le trait, il s'ajoute au rapide. Donc, il y a un petit ajout, à l'intérieur du petit groupe que forme l'adjectif pour fabriquer un groupe un peu plus grand. Donc, on peut ajouter des éléments sur un adjectif. On peut ajouter des éléments sur un adverbe. Je me lève tôt, T-O-T, avec un circonflexe, un adverbe. Je me lève vraiment très tôt, vraiment très. J'ai ajouté deux éléments sur le tôt. Donc, j'ai un tôt et je rajoute des éléments. Je complète avec des éléments. Et le plus commun, c'est quand même effectivement le complément du nom. Le chat de ma mère, le vélo de mon voisin, les rideaux de la fenêtre, les tables de la salle. On verra tout à l'heure, c'est un point sur lequel, c'est un point que je développerai beaucoup. Qu'est-ce que nous avons encore comme fonction? Nous en avons des plus minoritaires, mais enfin qui existent quand même. Nous avons ce qu'on appelle les attributs du sujet. Nous les avons déjà vus, les attributs du sujet, parce que c'est un cas où les noms peuvent ne pas avoir de déterminant. Attribut du sujet, c'est avec les verbes d'état, être, paraître, rester, qu'on appelle aussi les verbes attributifs de ce fait. À ce style-là, attribut du sujet. Félix est un chat. Félix est un chat. C'est toujours mon même chat, mais ce chat, il peut être donc complément du verbe, il peut être complément du nom, hein, les poils du chat, ou moi. Ici, nous avons du chat, c'est un complément de poil, complément du nom, poil. Mais Félix est un chat, être, paraître, rester, demeurer. Un chat est un complément qu'on appelle un peu particulier, qu'on appelle un attribut du sujet. C'est pour ça que ce n'est pas dans les compléments, c'est un attribut du sujet. Un verbe d'état, être, paraître, rester, demeurer. Et puis enfin, on aura presque vision un peu complète, mais je rajouterai des fonctions au fur et à mesure que notre cours progressera. Nous avons une fonction un peu bizarre qui est apposition. Apposition, c'est ce qui est entre parenthèses, entre tirets, entre virgules, entre crochets. C'est bête, entre parenthèses. Ce chat est idiote. Ce chat fait un ajout. C'est quelque chose posé à côté, posé à côté du nom bête, et donc on appelle ça une apposition. Et ça peut être beaucoup de choses, les appositions. Ça peut être des phrases complètes. Ce chat, pardon, c'est bête, et tu sais combien je n'aime pas les chats. C'est idiote. Et donc, entre parenthèses, j'ai mis et tu sais combien je n'aime pas les chats. Il y a un énorme morceau qui est une proposition avec un sujet, un verbe, des compléments. Cette bête, Félix, est idiote, un seul mot, rien de plus. C'est une fonction particulière. Apposition, c'est être entre isolé dans un coin, si on peut dire, de la phrase, avec des crochets, des virgules, des parenthèses. Et puis enfin, c'est là que la difficulté se fait, c'est qu'il y a deux autres fonctions qui se confondent avec les natures. Deux autres fonctions qui se confondent avec les natures, qui sont donc déterminants et verbe. Verbe et déterminant, c'est hélas à la fois une nature et à la fois une fonction. Et c'est très, très, très typique de la grammaire scolaire française. Les autres grammaires n'ont pas ça, mais nous, on a ça, parce qu'on a une volonté de simplification qui, en fait, télescope les notions. Alors, pour déterminant, ça signifie que ce qui est déterminant, c'est-à-dire le mot qui est devant le nom,
en fait, il peut servir qu'à cela, qu'à être devant le nom. Si je dis mon chat est mort, ben, le mon, en toutes circonstances, dans la langue française, il sera devant un nom. Donc, c'est un type de mot qui est un déterminant, et sa fonction, ce sera toujours d'être devant un nom. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, sa nature, ben, c'est aussi son utilisation. Sa nature, c'est aussi sa fonction. Alors, on verra en grammaire un peu plus sophistiquée que, dans les faits, ils ne se ressemblent pas tous quand même. Quand on étudiera les adjectifs, on verra que ce n'est pas toujours vrai. Mais, en tout cas, grammaire française, déterminant mon mamé, ce, c'est, cette, quelques chats, plusieurs chats, mon chat, trois chats, ces chats, tous ces mots qui sont devant le nom, leur nature, c'est d'être indéterminant. Et quelle est leur fonction? Ben, c'est d'être indéterminant. C'est télescopal. Et puis, hélas, le verbe aussi. Le verbe aussi, et là, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Si je prends la phrase suivante, lire fait rêver. Lire fait rêver. Fait voyager. Lire fait voyager, si on préfère. Qu'est-ce que c'est que la nature de lire? Ben, c'est un verbe. Qu'est-ce que c'est que la nature de faire? Ben, c'est un verbe aussi. Et rêver, ben, sa nature, c'est d'être un verbe. Ça ne pose pas de problème. En soi, ça ne pose aucun problème. Nature de ces mots-là, c'est des verbes. C'est quand on regarde leur fonction que c'est un peu plus gênant. Parce que, oui, théoriquement, les deux cartes mentales devraient être différentes. On a un pronom complément, on a un pronom sujet, on a un pronom attribut, on a un pronom complément du verbe, on a un pronom. Voilà. On devrait pouvoir prendre un objet là et puis lui donner un autre nom quand on parle de sa fonction. Mais ce n'est pas le cas pour le verbe. Qu'est-ce qui fait rêver? C'est lire. Donc lire, sa nature, c'est d'être un verbe, mais sa fonction, c'est d'être un sujet. Fait quoi? Lire fait quoi? Fait rêver. Rêver, c'est un complément d'objet direct. Donc c'est un verbe pour sa fonction, c'est un verbe pour sa nature, mais c'est un complément d'objet direct pour sa fonction. Et là, patatras, faire, ben, sa nature, c'est d'être un verbe, et sa fonction, c'est d'être le verbe de la phrase. Parce que verbe, c'est aussi une fonction, je suis le verbe central de la phrase, c'est moi le patron de la phrase, je suis le verbe. Et ça, les autres grammaires dans les autres pays n'ont pas voulu faire ça. La notion de prédicat, alors vous l'avez parfois apparaître dans les livres de grammaire. Prédicat, en fait, c'est la fonction qu'occupent certains verbes quand ils sont patrons de la phrase, quand ils dirigent la phrase, quand ils sont l'action désignée par la phrase. Donc, n'importe quel Suisse, Canadien, Belge qui vous voit cette phrase « lire fait rêver », il vous dira les natures, c'est verbe, verbe, verbe. Les fonctions, c'est sujet, prédicat, COD. Parce qu'il distingue ce qui est la fonction du verbe de ce qu'est la nature verbe. C'est pour éviter ce genre de situation. Courir fait maigrir. Ben, courir, c'est un verbe. Fait, c'est un verbe. Et maigrir, c'est un verbe COD. C'est là le problème. C'est que si on était rationnel, et on ne l'est pas en grammaire scolaire sur bien des aspects, on ferait vraiment une séparation complète entre la terminologie des fonctions et la terminologie des natures. Mais on ne le fait pas sur ces deux mots-là parce qu'on ne veut pas surcharger les élèves. On leur dit, il y a un petit mot devant les noms. Mon, ma, mes, ton, ta, té, le, les, des. Bon, ben voilà, sa nature, sa fonction, c'est d'être là, devant le mot. Okay, ça clarifie. Et on ne parlera pas de subdivision, de points un peu plus précis. Pour le verbe, on considère vraiment que la phrase, elle s'organise autour d'un objet. Et cet objet, c'est le verbe. Et donc, ce verbe, ça sera le patron de la phrase, le verbe central. On parlera de verbe noyau. Le verbe, il est noyau de la phrase. Il faut le stylo vert. La fonction, ce sera verbe noyau.
du groupe verbal, il sera au cœur, voilà, comme au noyau, au cœur d'une cerise, il y a un noyau, au cœur d'un abricot, il y a un noyau. C'est le point central, le verbe. La phrase a un verbe qui est noyau de la phrase, noyau du groupe verbal. Bon, euh, compliqué pour rien. En tout cas, dites-vous que, mis à part pour déterminant, c'est une nature et fonction, et pour verbe, où la situation est un peu compliquée, et donc ce sera l'objet d'un de mes cours, les natures sont différentes des fonctions. Les natures sont différentes des fonctions. Si je veux cette phrase-là, le chat poursuit la souris, je peux mettre un nom comme sujet, le chat, je peux mettre un pronom, il poursuit la souris. Si je veux remplacer souris, ben, je peux mettre un autre nom, poursuit la musaraigne. Mais je peux mettre aussi un pronom. Le chat la poursuit. Je remplace souris par là. Je peux mettre un pronom à la place de. Et c'est toujours un complément d'objet. Poursuit quoi? La souris. Poursuit quoi? Là. Il remplace la souris. Donc les mots, ils ont une nature, elle est fixe, mais ils ont un usage qui peut être changeant. Et donc, nous reprenons maintenant mon cours là où il en était, sur les noms. Sur les noms, donc nous sommes dans le chapitre 1. Chapitre 1, quant à les noms. Et dans ce chapitre 1, quant à les noms, nous avons vu que les noms fluctuaient en genre et en nombre. Nous avons vu en deuxième point que les noms avaient ou pas de déterminants, avaient ou pas des déterminants devant eux. Donc on pouvait dire voyage au bout de la nuit, et non pas le voyage au bout de la nuit parce que c'était un titre. On pouvait dire je suis facteur sans le facteur parce que c'était un attribut du sujet. Bref, on avait déterminé dans quelle situation il y a ce petit mot devant les noms, le l'aller. Maintenant, point suivant, nous allons nous intéresser à la fonction des noms. Fonction des noms. Fonction des noms. Fonction des noms. Sur le plan, ça va, vous y retrouvez chapitre 1, classe de mots, grand A, les noms. Premier point, je vous avais dit en introduction que les élèves savaient qu'ils désignaient des objets, des idées, des concepts, des êtres vivants. Objets, êtres vivants, concept. Ensuite, on avait parlé de leur fluctuation en genre, un grand tableau, à l'oral, à l'écrit, fluctuation en nombre, un tableau aussi. Présence-absence des déterminants, que la règle des noms propres, jamais déterminants, était souvent fausse. Les Pyrénées, les bouches sont présidentes père en fils, les bouches. Et puis que la règle qui voulait qu'il y ait toujours un déterminant dans les noms était très souvent fausse aussi. Je voyage en train. En train, et pas en le train. Et puis maintenant, donc, maintenant, point suivant, ça doit être le troisième. Point suivant, c'est la question de la fonction des noms. Donc, quelles fonctions peuvent occuper les noms dans une phrase? Alors, prioritairement, majoritairement, les noms sont sujets. Voilà, ils sont sujets de la phrase. Ils occupent cette position qui est de dire l'objet qui fait l'action du verbe. Le chien hurle la nuit. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il crie la nuit, il aboie la nuit, il hurle la nuit. Le chat poursuit la souris, la fenêtre est fermée, la table est en bois, le stylo écrit sur le tableau. Voilà, une fonction qui est celle du sujet. Comment on reconnaît la fonction sujet? C'est ce qui répond à la question qui est-ce qui? On prend le verbe, qui est-ce qui hurle? Celui qui hurle, c'est celui qui est sujet. Le chat poursuit la souris. Qui est-ce qui poursuit la souris? Le chat.
Le radiateur est fermé. Qui est-ce qui est fermé? Le radiateur. La fenêtre claque au vent. Qui est-ce qui claque au vent? Les fenêtres. Les fenêtres claquent au vent. Qui est-ce qui? Première grande fonction, sujet. Deuxième grande fonction, c'est les compléments d'objets. Compléments d'objets. Donc, direct et indirect, compléments d'objets. Les compléments d'objets indirects répondent à la question qui, quoi. Verbe plus qui, quoi. Je vois Marie par la fenêtre. Je vois quoi? Je vois qui? Marie. Voilà. J'ai accroché mon manteau. J'ai accroché quoi? Mon manteau aussi. Mon manteau, COD. L'arbre a perdu ses feuilles. Il a perdu quoi? Ses feuilles. Ses feuilles, COD. Donc ça, c'est la grande fonction après sujet, c'est le complément d'objet direct. Mais parfois, le groupe est séparé par un petit mot qu'on appelle donc une préposition. Donc ça nous donne verbe plus préposition plus eh bien, l'outil, le point. La préposition, je les marque ici parce que je vais en avoir encore besoin tout à l'heure, c'est à, de, par, pour, avec, sans, en, loin de, au-dessus de, à droite de, à gauche de, en haut de. Mais les plus communs, c'est quand même à, de, parcours. À, de, parcours avec, c'est les plus communs. Et en, c'est les plus communs. Il y en a une cinquantaine, mais cette poignée-là, c'est les plus communs. Donc le verbe, il va être suivi de ce petit mot préposition, auquel on rajoutera un qui. Je parle à Marie. Donc, je parle plus prépo plus qui. Je parle à qui? À Marie. Marie, c'est donc un complément du verbe, mais il est indirect. Il est séparé par une préposition. Je crois en la destinée. Je crois en quoi? En la destinée. La destinée, il est complément du verbe croire, mais il est séparé par un en, qui sera donc complément indirect. Vraiment, c'est les deux grosses fonctions. Deux grosses fonctions que peuvent avoir un nom, sujet, complément. Ensuite, des fonctions qui ne sont pas éliminées et qui existent très souvent, mais qui sont un peu plus minoritaires, c'est compléments circonstanciels. On appelle ça complément de phrase, complément circonstanciel de temps, de lieu, de manière, de conditions. Je vais dire le matin, le chat cherche la souris. Là-dedans, j'ai trois noms, trois qui forment trois groupes nominaux avec leur là devant. Le matin, le chat, la souris. Qui est-ce qui cherche? Chat, qui sera sujet. Le chat cherche quoi? La souris, qui sera COD. Et puis, les compléments circonstanciels, ben, ils répondent à la question où, quand, comment, pourquoi. Où, quand, comment, pourquoi. Ils donnent une circonstance. Donc là, ce n'est pas un quoi, mais c'est un quand. Quand, le matin, et les compléments circonstanciels de temps. Compléments circonstanciels de temps. Dans le jardin, jardin, c'est donc un nom, il y a une préposition devant. Dans le jardin, le chat poursuit la souris. Ben, ce n'est pas un quand, c'est un où. Donc le où nous donnera un complément circonstanciel de lieu. Avec la faim au ventre, le chat poursuit la souris. La faim, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Ben, c'est plutôt la manière.
avec ses grosses pattes. Le chat poursuit la souris. C'est plutôt aussi la manière. Comment il poursuit la souris? Avec ses grosses pattes. Donc le nom, il peut être complément de lieu, complément de temps, complément circonstanciel de manière, complément circonstanciel, quoi d'autre? Après tous les compléments circonstanciels. Et peut-être encore attribut du sujet. Donc ça, c'est, dans ma carte mentale, c'est avec les verbes d'état. Être, paraître, rester, demeurer. Félix est un chat, verbe d'état, être, paraître, rester, demeurer. C'est un attribut, on appelle ça un attribut du sujet. Objectivement, si on était dans une grammaire qui voulait être un peu plus simple, cette notion d'attribut du sujet, on la ferait sauter. Ça répond à la question quoi? Et quoi un chat? Simplement, c'est le verbe d'état, ici, le verbe qu'on dit aussi attributif, qui commande l'attribut du sujet. Un chat, c'est une caractéristique de Félix. C'est ça un attribut du sujet. C'est une fonction qui peut exister, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'en général, dans le feu de l'action, on la fait sauter, mais qui est tout de même assez importante. Et puis, enfin, une idée que je développerai dans mon dernier point tout à l'heure, il peut être complément plutôt du nom, il peut s'ajouter à un nom. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement un complément du nom? Il faut qu'il y ait un nom. Il faut qu'il y ait un nom. Nom nominal, le chat. Et sur ce chat, va s'ajouter un autre nom. Va s'ajouter un autre nom. Qu'est-ce qu'on ajoutera? Une structure un peu particulière. Il faut qu'il y ait une préposition plus justement quelque chose d'autre. Un nom en l'occurrence. Préposition plus un nom. J'aurai une phrase, le chat est rapide. Et puis, je vais mettre, eh bien, le chat, une préposition, sans, avec, de. Et donc, ça, c'est la préposition. Et puis, je vais mettre un autre nom, puisque c'est la fonction de ce nom-là que je cherche. Eh bien, il sera sans poil. Voilà. Il sera avec collier. Il sera de ma mère. Mère, collier, poil, tout ça, c'est des noms. Et quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est de compléter. Ils sont compléments du nom chat. Alors, c'est une notion sur laquelle je reviendrai dans un instant. C'est la dernière notion de mon cours. Que ça porte un nom un peu plus vaste qu'on appelle des extensions du nom. Mais j'y reviendrai dans un instant. En tout cas, une fonction, oui, c'est de compléter un nom. On peut avoir des noms qui complètent aussi des adjectifs. Je suis vert. Vert, c'est l'adjectif. Et je vais faire une préposition plus un nom. Je suis vert de peur. De peur. Peur, c'est un nom. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, ce nom? Eh bien, il complète l'adjectif vert. Je suis rouge de colère. Je suis quoi? Je suis néonien de désarroi. Je suis voilà, bref, vous avez compris le principe, un adjectif plus un nom qui le complète. Mais pour faire des compléments, il faut qu'il y ait une préposition. À, de, par, pour, avec. Alors bon, on va essayer d'appliquer tout ça. Dans quel type de question est-ce que nous sommes là? Nous sommes dans des types de questions qui est, dans le texte suivant, quelle est la fonction des noms? Et puis là, on vous fait une liste. Ou alors, dans le texte suivant, relever des noms qui ont des fonctions différentes.
Donc, on formerait un sujet, un complément d'objet, un complément circonstanciel, un complément de toutes sortes. Alors, je vous propose, pour rester sur un texte qu'on connaît, de reprendre le texte de Marcel Aimé. Ah, j'ai oublié, oui, une fonction, mais elle est rare, mais il ne faut pas l'oublier, c'est cette position. Je n'ai parlé tout à l'heure, apposition, vous en rajoutez une apposition. Le chat, entre parenthèses, Félix, fermez la parenthèse. Ou alors, euh, cette bête, entre parenthèses, un chat, fermez la parenthèse, est rapide. Le nom, il est isolé, entre virgules, entre crochets. Il est en apposition. Bon, alors voilà la première phrase du texte de Marcel Aimé. Léopold s'assura que la troisième était au complet. Ils étaient 12 élèves, 4 filles, 8 garçons qui tournaient le dos au comptoir. Bon, je pars du verbe. On a le verbe s'assurer. Et puis, à partir de là, je regarde où sont les noms. On a un nom ici. Bon, bah, Léopold. Léopold. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ben, il y a, avant le verbe, qui est-ce qui s'assure que le troisième est au complet? Bien, c'est Léopold. Qui est-ce qui? Ben, voilà un nom. C'est un nom propre. Sa fonction, c'est d'être sujet du verbe s'assurer. Et de façon identique, on a ici été. La troisième, c'est la classe de troisième. Classe de troisième. On est dans un collège, enfin, dans un principe du collège, rappelez-vous. Il se tient dans le café. La troisième, bah, il est devant été. Qui est-ce qui était au complet? La troisième, bah, la troisième, il est lui aussi sujet, sujet du verbe être. Ils étaient 12 élèves, entre parenthèses, 4 filles et 8 garçons qui tournaient le dos au comptoir. Qui est-ce qui était? Bah, c'est il. Donc, ce n'est pas un nom. Donc, le sujet ici, c'est le pronom. Le pronom, il. Donc, qu'est-ce que ça nous fait là-dedans? 12 élèves. Parce que c'est un nom. Le déterminant, comme on le verra tout à l'heure, c'est un déterminant numéral, 12. Je pars du verbe, ils étaient, puis j'essaie de voir à quelle question ça peut répondre. Ils étaient où? 12 élèves. Ils étaient quand? 12 élèves. Pas trop non plus. Ils étaient pourquoi? Non plus. Bon, alors c'est quoi la question? Oui, combien? Ils étaient combien? 12 élèves. Ça pourrait être un complément, effectivement, qu'on pourrait dire de nombre. Ça pourrait être, ils étaient quoi, 12 élèves? Ils étaient qui, 12 élèves? Mais ce qui est important sur le coup, c'est de s'apercevoir que ça, c'est un verbe d'état. Être, paraître, rester, demeurer, avoir l'air de. Et donc, ce qui suit un verbe d'état, il était facteur, il était jeune, il était enseignant, il était je ne sais quoi. Ben, ils étaient 12. Ici, nous avons un attribut du sujet. Donc, je dis que c'est rare, mais en fait, quand il y en a, il faut savoir les repérer. Et puis, nous avons ici un il tournait. Ça m'intéresse, je fais des sauts. On verra le détail tout à l'heure. Donc, il tournait, les garçons et les filles tournaient.
Ben, tourner quoi? Tourner le dos. Tourner le dos. Donc ça, c'est un complément d'objet direct. Tourner quoi? Le dos. Et là, on a une petite peut-être incertitude, comptoir. À qui? Et si c'était un acquis à Léopold, il tournait le dos au comptoir. Ce serait, il tournait quoi? Acquis. Donc le acquis, ça lui ferait un complément d'objet indirect. Mais dans la mesure où c'est un lieu, le comptoir, on peut se demander si c'était soit un complément d'objet indirect, je tourne quoi? Acquis, quoi à quoi? Je tourne le dos au comptoir, soit ce serait peut-être un complément de lieu. Complément de lieu, où ça? Je tourne quoi? Où ça? Au comptoir. Là, la grammaire serait un peu embêtée pour répondre. Parfois, on a des hésitations. Je tourne quoi et où? Quoi et où? Ben, c'est soit un complément de lieu au comptoir, et celui-là, c'est un complément d'objet, soit c'est un complément d'objet, et l'autre, c'est un complément d'objet indirect. Indirect. Longtemps, la grammaire, quand il y a plusieurs compléments, hein, une phrase typique, ce serait je parle de littérature à Marie. Je parle de quoi? Ça, c'est un COI. À Marie, ben, ça, c'en est un autre aussi. Je parle de quoi? À qui? Longtemps, la grammaire, quand il y en avait plusieurs, elle en mettait un COD, COI, puis tous les autres second, complément d'objet second. Maintenant, on préfère, pour la clarté des élèves, les mettre tous tels qu'ils sont. Ça, c'est un indirect, ça, c'est un indirect à cause du 2, à cause de A, complément indirect. Donc, il y a deux compléments indirects. Donc là, il y aurait un COD, un COI. Alors, il y aurait un COD, un complément de I. Bon, ben alors, vous allez réfléchir par vous-même sur la phrase qui suit. Il n'est pas beaucoup plus compliqué, mais vous voyez, il faut savoir quelle question on se pose. Qui est-ce qui? Quoi? À quoi? Où? Quand? Comment? À quelle, finalement, question répond le nom que j'étudie? Dans la phrase suivante, vous avez 10 noms. Alors, ça vous fera une lecture 10. Fictive. On a le professeur. Tandis que le professeur gagnait sa place. Au fond de la salle, le patron, elle a retiré le bec, intégré le le qui est là-bas, de Cannes à la porte, entrée, afin de s'assurer contre toute intrusion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. La question, quelle est la fonction de ces 10 noms-là? Quelle est la fonction de ces 10 noms-là? C'est les fonctions qu'on vient de voir. Il y a qu'est-ce que là? Je vous laisse allez, 10 minutes pour 10 minutes. Tandis que le professeur gagnait sa place au fond, c'est la deuxième phrase, pour ceux qui ont le texte sous les yeux. Tandis que le professeur gagnait sa place au fond de la salle, le patron alla retirer le bec de canne à la porte d'entrée afin de s'assurer contre toute intrusion.
2 minutes et puis. Bon, ben, il y a 10 mots, ça vous fait une note sur 10, mais dans les faits, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez déjà perdu 5 points. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la grammaire, c'est un classement. C'est un classement. Et ce qui est important en grammaire, c'est pas de trouver spécifiquement les réponses et les mettre bout à bout, mais c'est de les organiser. Et donc, j'ai une question qui est la fonction des noms. Et à partir de là, sur cette fonction des noms, ben, je vais faire un premier ensemble dans lequel je vais mettre tous les noms sujets. Pas de classement, la moitié des points qui s'en vont. Donc forcément, il ne reste plus grand-chose en général après. J'ai tout un ensemble de noms qui sont sujets, c'est-à-dire que lorsque j'ai isolé le verbe ici, on en a un ici, on en a un là aussi. Voilà. Une fois que j'ai isolé le verbe, ben, je me demande est-ce qu'un de ces noms-là est devant et répond à la question qui est ce qui. Et donc des noms qui sont verbes, pardon, des noms qui sont sujets du verbe ici, eh bien j'en ai deux. Et c'est lesquels? Oui. Professeur. Voilà, c'est pas très difficile. Comment je vais marquer cela? Eh bien, je vais mettre donc le nom en question, le professeur, et entre parenthèses, je vais mettre la preuve des sujets, c'est-à-dire que je vais mettre le verbe qui va avec. Ce que j'étudie, c'est le professeur, mais je mets gagné, c'est la preuve que gagnait le professeur. Qui est-ce qui gagne? C'est le professeur. Et le patron, preuve qu'il est sujet, c'est à cause du verbe aller, Allah. Qui est-ce qui Allah retiré? C'est le verbe. Donc j'ai deux noms qui occupent la fonction sujet. Alors ensuite, si je prends les grandes catégories, j'ai des noms souvent qui occupent la fonction de complément d'objet, c'est-à-dire qu'ils répondent après le verbe à qui, à quoi. Alors est-ce que j'en ai ici? Je suis toujours sur gagner. Le professeur gagnait sa place. Est-ce que le sa place répond à la question gagner quoi? Ben, pour le coup, oui. Donc deuxième partie, les compléments d'objet. Je vais faire une subdivision des compléments d'objet directs, les compléments d'objet indirects s'il y en a. S'il n'y en a pas, je passe. Hein. Un classement, je ne fais pas un classement pour le plaisir du classement. Si je trouve des COD, je mets des COD. Si je trouve des COI, je mets des COI. S'il y en a une catégorie qui n'y a pas, je laisse tomber. Donc il gagnait quoi? Ben, il gagnait sa place. Donc sa place, c'est le COD, complément d'objet direct de place. Comment je vais marquer ça? Eh bien, je vais mettre aussi le verbe qui le prouve, gagnait, entre parenthèses, et puis sa place. C'est le nom dont j'ai besoin. Sa place, il est COD, les verbes gagnés. Est-ce que j'ai encore qui va m'intéresser dans cette catégorie-là?
Ben, je cherche d'autres verbes. Il a la quoi retirer. Retirer, c'est un verbe, mais il est COD, COD de aller. Je vais manger. Manger, c'est le COD de aller. Je vais dormir. Je pars dormir. Je pars quoi? Dormir. Dormir, c'est le COD. Donc, comme j'étudie pas les verbes, ça ne m'intéresse pas. Par contre, retirer quoi? Ben, retirer le bec de canne. Et là, on a de nouveau un COD. Retirer quoi? Le bec de canne. Le bec de canne, il est COD de retirer. Et puis, il y a un COI quelque part. Et on va le laisser poireauter un petit peu, le COI, parce qu'il est plus complexe à trouver que d'autres verbes, d'autres noms qui sont peut-être plus communs. Qu'est-ce que nous avons encore comme grande fonction qui est simple à trouver pour les noms? C'est ceux qui sont compléments du nom, ceux qui s'accrochent à un nom. Donc, je laisse un petit espace pour le COI là pour l'instant. J'ai 3 compléments du nom, c'est-à-dire que j'ai un nom, et chat, et sur ce chat, eh bien, on a fait un ajout, un complément, avec une préposition, et on a mis un autre nom, ma mère. Ma mère, ce sera un complément de ma mère, ce sera un complément de chat. Et ici, eh bien, il y en a 3. Il y en a 3. 3 qui vont avoir une préposition plus un nom, plus un ajout. Le premier, c'est de la salle. Il gagnait sa place au fond, mais au fond de quoi? Au fond de la cuisine? Au fond du frigo? Non, au fond de la salle. Préposition plus nom, ce morceau-là, c'est un complément de fond. De même que de canne, préposition plus nom, ben, c'est un complément de bec. Et le troisième, il est où? Eh bien, il est la porte de la cuisine, la porte du frigidaire, la porte de la chambre. Non, c'est la porte de l'entrée. L'entrée, c'est des compléments de porte. Donc, j'en ai 3. Je les mets ici pour gagner la porte, la place. On a donc porte d'entrée. On a bec de canne. Et on a fond de la salle. Alors, ça commence à nettoyer pas mal. Ce coup-ci, j'en ai plus beaucoup. J'en ai plus beaucoup. Mais il faut que je m'occupe. J'en ai plus que 3. Il gagnait quoi sa place? Alors, au fond, ça répond à quelle question? Comment? Ça répond à la question où est-ce qu'elle est sa place? Bien, elle est au fond de la salle. Donc ici, j'ai une nouvelle catégorie. J'étais à 3, je passe à 4. J'ai un complément circonstanciel. Et j'en ai un de lieu au fond de la salle, au fond de la salle. Où est la place? Et au fond de la salle. Et puis, j'ai une question sur à la porte. Parce que ça répondrait à quelle question à la porte? Ben, il y a 2 solutions.
Soit on fait bec, deux cannes, deux portes. La poignée, j'ai dit qu'un bec, c'est une poignée. Poignée, la poignée de canne à la porte, de la porte, et un A. Et donc, soit celui-là, il renvoyait avec, et puis celui-là, il renvoyait aussi avec. Ça, c'est une solution. Le bec de canne de la porte à la porte. Et donc, je le mettrai dans les compléments du nom, dans le troisième. Soit je fais le même cas que je viens de faire pour la question. Le bec de canne, il est où? Il est où? Elle a retiré le bec de canne. Où ça? À la cuisine? Non, à la porte. Il est où? Donc, soit je le mets ici, à la porte. C'est un complément de lieu, à la porte d'entrée. Soit je le mets là, dans le complément du nom. Si c'était un vrai complément du nom, ce serait un 2 quand même, plutôt. Bec de canne de la porte. Bec de canne de la porte. Là, ce serait clairement bec de canne de porte. Là, ce serait quand même plutôt un complément de lieu, mais on va discuter. Et donc, il ne me reste plus que toute intrusion. Alors, vous en avez fait quoi de toute intrusion? Oui, ben, vu qu'il est tout seul, et que j'ai dit qu'il y avait un COI, par définition, les plus attentifs d'entre vous les ont mis en COI. Effectivement, c'est un COI. Pourquoi? Eh bien, il s'assure par quoi l'intrusion, mais il s'assure de quoi, contre quoi, avec quoi, sans quoi. Et j'ai dit tout à l'heure que pour trouver le COI, il fallait une préposition à de parcours avec, et puis après le nom qui suivait. Je parle de quoi, à qui. Alors c'est souvent des deux ou des à, ça peut être des contre, des sans, des pour. Et là, il s'assure contre quoi? Ben, contre toute intrusion. Et contre tout s'assurer, s'assurer contre, et contre quoi? Eh bien, toute intrusion sincère. Donc, trouver la chose, c'est une affaire, placer la chose, c'en est une autre. La grammaire, c'est du classement. C'est du classement, c'est de l'organisation, c'est du rassemblement de phénomènes identiques. Bon, c'est la première fois qu'on fait cet exercice d'essayer de se demander qui sont les noms et quelle est leur fonction. On fera ça pour tous les mots, quelle est la fonction des pronoms, quelle est la fonction des adjectifs, quelle est la fonction des verbes, quelle est la fonction des pronoms, bon, etc. Donc, ça, c'est la première fois qu'on fait du vélo, on n'est pas très fier. Puis après, on fait ça de manière très naturelle. Donc là, c'est la première fois que vous faites. Véritablement, vous avez peut-être sans doute fait ça en licence de temps en temps, mais voilà, il faut essayer de systématiser un petit peu la chose. On part du verbe. Qui fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qui fait quoi? Qui fait à quoi? Qui fait où? Qui fait comment? Qui fait quand? Et ça nous donne les natures des verbes. J'enchaîne. Dernier point de mon cours sur les noms. Ce qu'on appelle les expansions. Expansion du nom. Expansion du nom. C'est donc le quatrième point de mon cours sur les noms, les expansions du nom. Ce n'est pas très compliqué sur le papier, ça l'est un peu plus en analyse. Expansion unique. Qu'est-ce que c'est qu'une expansion? Eh bien, c'est un ajout. C'est un ajout. Expanser, c'est ajouter. Les expansions, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est une fonction, mais c'est une fonction qui est très spécifique au nom. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le tableau global des fonctions. Les noms peuvent avoir des expansions. On appelle ça les expansions du nom.
Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire des ajouts. Vous avez une phrase, le chat est rapide. Et sur ce groupe nominal, le chat, ce petit groupe formé d'un nom et d'un déterminant, eh bien, vous pouvez faire des augmentations, des ajouts. Vous pouvez ajouter des éléments, faire ce qu'on appelle des expansions. Et les expansions, grosso modo, il y en a trois types, trois grands types principaux. Ce que vous pouvez ajouter à un nom, où qu'il soit, quel qu'il soit, c'est des adjectifs qualificatifs. Des adjectifs. Le chat, il sera noir, il sera petit, il sera âgé, vieux, et toutes sortes de caractéristiques que l'on peut lui ajouter. C'est ce qu'on appelle des adjectifs qualificatifs, ils donnent des qualités. On verra, c'est le chapitre, c'est le troisième point de mon chapitre. Les adjectifs de taille sont plutôt avant le nom. Les adjectifs de couleur sont plutôt après le nom. On ne dira pas le noir chat et le chat noir. Et on ne dira pas le chat petit et le chat grand, rapide, mais plutôt le petit chat ou le grand chat. Donc les adjectifs se placent avant ou après en fonction de ce qu'ils désignent comme qualité, en fonction de l'usage. On a des exceptions à la taille, par exemple, c'est les adjectifs qui sont devenus des noms propres. On parlera non pas de la grand-mère dans les contes, mais de la mère grand. On ne parlera pas euh, du loup méchant et du grand méchant loup. Méchant loup, on le met avant le nom. Voilà, il y a des usages comme ça. Donc, ça déplace les adjectifs, mais c'est très très loin. Donc, premier élément, on peut rajouter des adjectifs. Deuxième objet qu'on peut ajouter, eh bien, il est là, c'est justement des compléments du nom. On peut ajouter des compléments du nom et c'est des à, de, par, ou, avec, c'est donc des prépositions, plus, eh bien, plus quelque chose. Alors, quand on étudie des noms, on ajoute des noms à des noms, quand on s'interroge sur la fonction des noms. Donc, le chat, il peut être de ma mère, il peut être sans poil, il peut être en plastique, on peut ajouter des noms. À des noms, on peut ajouter des noms. Mais on peut ajouter aussi autre chose que des noms. Et ce qu'on ajoute souvent, c'est des verbes. Beaucoup de verbes. Une histoire, à mourir de peur. Et donc sur histoire, on fait une expansion, qui est un complément du nom histoire, mais qui sera un verbe, à mourir, à faire peur, à mourir de peur. Un, un poulet à cuire à la broche. À cuire, poulet, à cuire. Sur poulet, on ajoute un complément au nom poulet. C'est une préposition plus un verbe, à cuire. Une poésie à réciter lentement. Sur poésie, un complément du nom poésie, à réciter. C'est une préposition plus un verbe. Donc ça peut être des prépositions plus des noms, des prépositions plus des verbes. Donc deuxième objet, le petit chat en plastique sans poil de ma mère. Et il peut être rapide, il peut être noir, âgé. Et puis le troisième objet, il est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle les propositions subordonnées relatives. Relatives. Elles sont introduites par ce qu'on appelle un pronom relatif. Ils sont en nombre très limité. C'est qui, que, quoi, dont, où, le où avec accent,
plus tous les composés possibles de lequel. Alors, il y a laquelle, lesquels, auquel, duquel, tous les singuliers masculins, féminins, pluriels. Mais aussi, il y a pour lequel, sans lequel, avec lequel, préposition plus le lequel, avec lequel, sans lequel. Ça me donnera donc le petit chat noir âgé, ça c'est l'adjectif, en plastique sans poil de ma mère, ça commence à faire une phrase un peu complexe, mais que tu connais, dont je t'ai parlé, lequel est abîmé, est rapide. Et à partir d'un moment, on fait tellement d'ajouts que ça n'a plus aucun sens dans la phrase. Le petit chat noir âgé en plastique sans poil de ma mère, et tu connais, je t'ai parlé, lequel est abîmé, est rapide. Pas plusieurs phrases, hein. Mais grammaticalement, c'est correct. C'est-à-dire que sur un nom ou un groupe nominal, j'ai ajouté des propositions relatives, j'ai ajouté des adjectifs et j'ai ajouté des A de parcours avec 100, plus quelque chose, j'ai ajouté des compléments du nom. Et où que soit le nom dans la phrase, on peut lui faire ces trois types d'ajouts. On peut ajouter des adjectifs, on peut ajouter des compléments du nom, on peut ajouter des propositions relatives. Ça donne deux questions en termes de concours. La première, c'est sur un nom de la phrase suivante, vous ajouterez trois expansions de nature différente. Et là, il faut que vous rappeliez que trois expansions, c'est des adjectifs, des compléments du nom, des propositions relatives. Donc, il faut ajouter des trucs. Ou alors, deuxième type de question, relever dans le texte suivant les expansions du nom. On vous demande de relever toutes les expansions qui vont avec tous les noms. Alors, on va faire le premier exercice. D'accord? Oui, l'exercice, c'est, voilà une phrase. Léopold s'assura que la troisième était au complet. Eh bien, vous allez me rajouter trois expansions sur chacun des noms que vous avez là-dedans. Donc, Léopold, il m'en faut trois. Je pense que c'est un nom propre que ça ne marche pas. Et puis, la troisième, il m'en faut trois aussi. Sur Léopold et sur la troisième, rajoutez-moi trois expansions, un adjectif, un complément du nom et une proposition subordonnée relative. Et du coup, aussi, dans la première phrase, il y a déjà la proposition subordonnée relative. Non, parce que s'assura que c'est une proposition conjonctive, elle est collée au verbe. Ce n'est pas une relative, c'est une conjonctive. Que la troisième était au complet. Les relatives, elles sont collées à des noms. Les conjonctives, elles sont collées à des verbes. Là, c'est s'assura que, c'est pas une relative. Il faut qu'elle soit collée sur le troisième ou il faut qu'elle soit collée sur un Léopold. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur Léopold? Il faut y faire une modification pour ajouter sur les noms propres. Qu'est-ce que vous m'avez ajouté sur Léopold? Oui, Léopold inquiet.
C'est un adjectif. Quoi d'autre? Ben, les noms propres, pour que ça marche, en fait, il faut leur rajouter un déterminant. Le petit Léopold, le grand Léopold, adjectif. Le grand Léopold, le petit Léopold. On veut encore un adjectif entier. Mais c'est là qu'on va pouvoir rajouter des compléments du nom. Le Léopold du café de Blémont. Ça se passe à Blémont, nous dit la première phrase. Donc, le Léopold du café de Blémont. Le Léopold du village de Blémont. Le Léopold de la rue du café. De, c'est des compléments du nom. Et puis un qui est le Léopold que tu connais. Le Léopold qui avait prêté son café. Ça nous donnera donc le grand Léopold de Blémont qui avait prêté son café. Donc, qui avait prêté son café une relative, grand un adjectif, de Blémont un complément du nom. Le grand Léopold de Blémont qui avait prêté son café s'assura que la troisième est au complet. J'ajoute 3 extensions sur un objet. Ce n'est pas le plus simple hein, sur les noms propres. Par contre, c'est sur les noms communs que c'est le plus simple. La classe de troisième. Donc la troisième, elle était quoi? Ben, la troisième du collège. La troisième qui faisait du français. Un livre de français au 6, relative. Et puis, elle est un adjectif. Ils sont 12, donc la petite troisième. Paul s'assura que la petite troisième du collège qui faisait du français était au complet. Professeur, tandis que le grand professeur de français qui faisait cours dans le café, le grand professeur de français, complément du nom, qui faisait cours dans le café, gagnait sa place au fond de la salle. Ah, ce professeur, on ajoute 3 morceaux. Donc ça, c'est le premier type de question. C'est isoler les noms, faites-leur les 3 expansions possibles. Ou il y a une autre possibilité de question. C'est de trouver une phrase là. De trouver où sont les expansions. Donc, relever les expansions du nom dans l'extrait suivant, c'est la question un peu plus traditionnelle. Donc, on part des noms et on se demande s'il y a des ajouts dessus. Et quel type d'ajout? On fait grand 1 les propositions relatives, grand 2 les adjectifs, grand 3 les compléments du nom. 2 minutes aussi. Il y en a 4 en jeu. Il y a 2 adjectifs, une proposition relative et un complément du nom.
Pour isoler les noms. Zinc, son zinc. Avant, c'est une préposition, après, c'est un nom. Le virgule entre les deux, il est tout seul. Donc, il n'a pas d'extension. Léopold, il est tout seul aussi, il y a un verbe avant, un complément de lieu avant. Suivait la récitation. La récitation, en voilà un. Récitation là. Et après, il y en a un bout qui lui est collé. La récitation des écoliers. La ferme du château, le chat de ma mère, la fenêtre de la salle, la porte de la cuisine. Préposition plus nom, récitation des écoliers. Donc, des écoliers, c'est un complément du nom de récitation. Et des écoliers, il n'y a rien après. Donc, il est tout seul. Vraiment, les lèvres. Avant, c'est un verbe. Après, c'est une préposition. Une conjonction, pardon. Il est tout seul. Examiner anxieusement sa salive. Lorsque, avant, c'est un adverbe. Après, c'est une conjonction de subordination. Sa salive, il est tout seul. Sans hésiter ou trébucher la mémoire du récitant. Là, il y en a une mémoire du récitant, mémoire de l'élève, mémoire de ma mère, mémoire du chat, mémoire du récitant. Donc, du récitant, c'est une expansion de mémoire. Donc, pour l'instant, on a deux éléments du nom qui vont sur deux noms. Sur la récitation, on va des écoliers, sur mémoire, on va le récitant. Ensuite, on a regret. Regret, il marche avec grand. Donc, grand, c'est un adjectif qui est une extension de regret. Je n'oserais jamais confier à M. Didier, Didier il est tout seul, de ne participer à cet exercice, il est tout seul, en témoin, en simple témoin. Témoin simple, c'est une extension. Et puis, je vous avais dit qu'il y avait une proposition relative, donc où est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est un que. Son regret, qu'il n'oserait jamais confier à M. Didier, lequel il n'oserait jamais confier à M. Didier. Le que, il est là, pronom relatif, mais il est un peu modifié parce qu'il y a un il devant, donc ça fait que il. Il n'oserait jamais confier à M. Didier, c'est une proposition relative, extension de regret. Regret dont je t'ai parlé, regret qu'il n'oserait pas reproduire, regret qu'il cachait au fond de lui, regret lequel était secret, c'était donc pas qu'il n'oserait jamais confier, c'est une proposition relative, expansion des regrets. Simple, c'est un adjectif, expansion du témoin. Les écoliers, c'est un complément du nom de récitation. Il y en avait donc 5. 2, 2 et 1. 2 compléments du nom, 2 adjectifs et une proposition. Bon, voilà aussi, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est sûr que c'est sans doute un peu plus compliqué que l'habitude, mais bon, voilà, ça se fera, on fera très souvent, et donc on manipulera cette idée-là. Je voudrais, puisqu'il nous reste quand même un quart d'heure, occuper ce quart d'heure par une autre notion. Donc j'ai fini mon grand A qui est le nom. J'ai un grand B maintenant, qui est le déterminant. Grand B, le déterminant. Le déterminant, c'est donc une nature, et c'est une fonction. Donc je suis dans le grand A, chapitre 1, les classes de mots. Le grand A, les noms est terminé. Je voudrais qu'on aborde le grand B. Et le grand B, c'est les déterminants. Et sur les déterminants, il n'y a pas grand chose à savoir. La définition du déterminant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mot qui se trouve devant le nom. C'est le mot qui se trouve devant le nom et qui lui donne, qui indique son genre et son nom. Qui indique son genre et son nom. Le chat, les chats. Le chien, la chienne. Donc, c'est le mot qui détermine le nom. Et ce mot, il ne peut servir qu'à cela. Il ne peut servir qu'à déterminer le nom. Il ne peut servir
qu'à se trouver devant les noms. C'est sa seule fonction. Donc, c'est sa nature et sa fonction. Cependant, et donc il n'y a que ça à savoir véritablement sur le déterminant, de nouveau, c'est qu'il se divise en 6 catégories. Il se divise en 6 catégories. Il y en a une catégorie que vous connaissez sans doute de souvenir, c'est ce qu'on appelle les articles. Les articles, eux-mêmes, peuvent se diviser en 4 subdivisions, mais les élèves savent le faire. Donc, c'est sans doute pas à vous qu'on demandera ça. Si les élèves savent le faire, ce n'est pas à niveau Bac+5 qu'on le demande. Les articles, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des mots, tout d'abord, qui désignent un objet précis. Les articles, ils sont dits définis. Ils désignent un objet précis. Ils sont 3, c'est le, la, les. Si je vous dis le prof de maths est absent ce matin, ben, je n'ai pas besoin de préciser, il n'y en a qu'un. C'est le prof de maths, celui que je connais, celui que vous connaissez. Si je vous dis j'ai garé la voiture au garage, la voiture, vous savez de laquelle je parle, il n'y en a qu'une, c'est la voiture. Donc le, la, les, masculin, féminin, pluriel. Et vous voyez que le pluriel ne donne pas d'indication de genre. Je dirais les chiennes, les chiens. Le les n'aura pas de genre, il n'aura qu'une indication plurielle. Donc le, la, les, c'est un article défini. De même que quand l'objet est inconnu, on emploie un article indéfini, c'est un, une, des. Très difficile. Quel est le mot qui détermine le nom dans la phrase suivante? C'est un article défini. Une. C'est un article défini, là. Il est indéfini, une. Il est défini, là. Il y en a une troisième catégorie que les grammaires ont du mal à définir, qu'on appelle parfois massif, qu'on appelle parfois partitif. C'est du, de là, des. C'est pour les objets qui sont en quantité et non pas individualisables. Sucre, le sable, le temps. J'ai passé du temps sur cet exercice. J'ai acheté du sucre, j'ai acheté de la farine, du ciment, du béton, du sable. Ils désignent non pas donc des objets qui sont individualisables, mais des quantités. C'est une description un peu bizarre, mais bon, voilà, la grammaire scolaire a ça. Donc ils sont objets précis et connus, objets précis et inconnus, ou quantité, adjectif partitif, du sucre, de la farine, des sables de couleurs différentes. Et puis enfin, il y a une autre information qu'on peut dire sur eux, c'est qu'ils peuvent être ou non élidés, c'est-à-dire qu'on en a supprimé un bout pour éviter la répétition des voyelles. Le éléphant deviendra l'éléphant. Une élégante tenue, ça deviendra d'élégante tenue, d'élégante tenue, des élégantes tenues, d'élégantes tenues. On coupera un bout du déterminant pour éviter la juxtaposition des voyelles. Bon, vous voyez, ça ne va pas chercher très très loin. Qu'est-ce qui est devant le nom? Eh bien, il y a des articles. Mais il peut y avoir aussi 5 autres types d'objets. Et ces objets-là, ce sont des adjectifs. Des adjectifs, mais non qualificatifs. Voilà pourquoi dans les grammaires à peu près de tous les pays, quand on décrit les déterminants, on dit déterminant, c'est plutôt une fonction, ça sert à quelque chose, et leur nature, c'est d'être article ou adjectif. En grammaire scolaire, on ne fait qu'un seul bloc, on dit c'est nature et fonction, on verra ça des adjectifs. Ils sont par exemple déterminants possessifs. Qu'est-ce que c'est? C'est mon mamé, ton tâté, son sacé, mon chien, ton chien, leur chien, notre chien, votre chien. Adjectif
déterminant possessif. Une remarque, leur enfant, l'enfant de ces deux-là, leur enfant est en quatrième. Ça peut se mettre au pluriel s'il y a plusieurs enfants. Leurs enfants sont en quatrième. Ce n'est pas au féminin. Ce n'est pas au féminin. Leurs filles, si on a plusieurs, ça reste LERS. Il n'y a pas de grosse faute de français. Le déterminant possessif, leur, il prend le pluriel, mais il ne prend pas le féminin. Nous avons aussi des très simples. Un pluriel, un déterminant numéral, des déterminants numéraux. Numéros, c'est les chiffres, les nombres, exactement. Vous demanderez la différence à M. Rousseau entre chiffres et nombres. 3, un chat, 2 chats, 3 chats, 5 chats, 8 chats, 36 chats. Dans le texte là, nous avons 4 filles et 8 garçons. L'inverse, 4 filles, 8 garçons. Garçon, c'est le nom, 4, c'est le déterminant numéral, 8, c'est le déterminant numéral. On les distingue en deux catégories, vous savez, c'est les nombres ordinaux et les nombres cardinaux. Ils donnent un ordre ou pas. À 3 s'opposera le troisième. À 4 s'opposera le quatrième. À 8 s'opposera le huitième. Et dans ce cas-là, on ne s'amuse pas à chipoter en disant ça c'est un article, ça c'est un numéral, mais on fait un bloc. Le troisième, c'est un déterminant numéral. Le troisième, on bloque. Une remarque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 1, il est toujours article indéfini, non pas numéral, sauf dans un cas, qui est dans les comptines. Les comptines, vous vous rappelez, comptines, ça s'écrit avec un P. Comptines. Parce que ça vient du latin computare, compter. Donc dans les comptines, on a très souvent des 1 qui sont en relation avec des 2, des 3, des 4. Je vois une fleur, 2 oiseaux, 3 chats, 4 lapins, 5 machin truc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand le 1 il est en relation justement avec d'autres, 1, 2, 3, 4, 5, ben, on le met dans les numéros. Si dans le texte on avait la classe de troisième, une fille et 3 garçons, ben, le 1 serait en relation avec le 3, là on le mettrait dans les numéros parce que c'est un comptage. Mais dans tous les autres cas, il y a une voiture sur le trottoir, c'est un article indéfini. C'est toujours un indéfini, sauf dans ce cas bizarre des comptines où on compte, et donc dans le comptage, ben, il y a le 1 qui commence, il y a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons les démonstratifs. C'est ce, c'est, cette, c'est, cette, cet enfant, ce chat, ces chats, ça désigne un objet particulier. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons l'interrogatif exclamatif. Alors, en gros, c'est que. Des variations sur que de, ou sur quel. Oui, je dirais, quelle aventure! En exclamation. Alors, quelle aventure? De quelle aventure me parles-tu? Exclamatif ou interrogatif. Que d'hommes, que d'eau, que d'aventure. Le que de, c'est un déterminant de aventure. Que de. Donc il est interrogatif avec un point d'interrogation, il est exclamatif avec un point d'exclamation. Et puis enfin, pour finir, vous avez, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en grammaire, il y a des endroits où on n'arrive pas à clarifier davantage. Donc on fait des gros sacs, des gros ensembles, on fait des gros paquets. Si vous avez fait du latin, vous savez qu'il y a une déclinaison qu'on appelle la 5e déclinaison, dans laquelle on met tous les mots qui sont indéfinissables. Eh bien là aussi, on a des déterminants indéfinis. Et ces déterminants indéfinis, c'est tout ce qu'on ne sait pas classer. C'est tout ce qui n'est pas presque. C'est beaucoup de quelques,
beaucoup de chats, quelques chats, certains chats. Nul chat n'est entré dans la maison. Quelques chats, nul chat, certains chats. C'est alors des bizarres, c'est les quantités et les distances. Quand vous dites 3 km de goudron, le nom c'est goudron, puis 3 km c'est le déterminant indéfini. 5 litres de lait, lait c'est le nom, et 5 litres de le déterminant indéfini. 3 mètres de tissu, 3 mètres de, c'est l'indéfini, et tissu c'est le nom. Donc ça c'est un peu bizarre, c'est rarissime, mais donc les indéfinis, beaucoup de, quelques, certains, nuls, aucun. Aucun chat n'est venu dans la pièce. Et la grande particularité, je terminerai là-dessus, la grande particularité des déterminants, c'est qu'ils ont une absolue capacité à se remplacer. Et c'est pour ça qu'on les met dans cette catégorie-là. Si je dis le chat est mort, ça peut être mon chat est mort, ce chat est mort, ce chat est mort, un chat est mort, deux chats sont morts. Quel chat est mort? Quel chat est mort? Interrogatif. Aucun chat n'est mort. Un indéfini. Ou ça peut être le, la, les. Donc les déterminants, ils ont cette immense faculté qui est celle de se remplacer quasiment tous. Alors après, il faut changer peut-être les verbes ou les noms si vous passez au masculin ou au féminin. Mais c'est cette grande capacité. Alors attention, attention. Je reviendrai la semaine prochaine. Première attention, quand on vous demande donc d'analyser les déterminants, il faut que vous soyez en capacité de dire aussi pourquoi il n'y en a pas. Et donc ça renvoie à mon cours sur les noms. Il y a des noms propres avec des déterminants. Les Bouches sont présidents de père en fils. Pourquoi les Bouches? Ou alors, je suis facteur. Pourquoi facteur, non pas le facteur? Étudier les déterminants, c'est étudier aussi leur absence ou leur présence. Pourquoi ils sont, pourquoi ils ne sont pas là. Et ça, c'est le cours sur les noms. Dans les attributs du sujet, je suis facteur. Dans les appositions, mon père, entre parenthèses, enseignant, fermez la parenthèse, est en retraite. C'est les prépositions qui les font sauter. Je pars en voyage, et non pas en le voyage. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et puis, deuxième grande attention, c'est qu'il faut différencier les prépositions des articles. Les prépositions des articles, où ça? Eh bien, sur justement les massifs et les participes du, des et de. Il y a des prépositions qui sont de, qui sont au, et il y a des articles qui sont des, qui sont lus, qui sont de. Alors, quand est-ce qu'on est dans l'un, quand est-ce qu'on est dans l'autre? Ben, la réponse, elle nous est donnée par la capacité de substitution. Je vous fais juste deux phrases, on partira là-dessus la semaine prochaine. J'ai acheté du pain, la cour du château. En apparence, c'est le même du, mais dans les faits, ce n'est pas du tout le même du. Et je le sais comment. Il y en a un qui est préposition, à ne pas plus de, du, et il y en a un autre qui est partitif, le, la, les, un, du. Et comment je le sais? Eh bien, c'est parce qu'il y en a un qui est déterminant, et donc la conséquence, c'est qu'il a la faculté de se faire remplacer par tous les autres, alors que pas le second. Pour prendre un neutre universel, vous essayez de remplacer par ce. J'ai acheté ce pain, j'ai acheté mon pain, ben, ça veut dire quelque chose, j'ai acheté ce pain, j'ai acheté mon pain, ça veut dire quelque chose. En revanche, la cour, mon château, la cour, ce château, ça ne veut rien dire. Donc, quand on n'arrive pas à remplacer un du, un de par un autre déterminant, c'est que ce sont des prépositions.
Et quand on y arrive, c'est que c'était bien les déterminants. Les déterminants, ils ont la force, grande force, c'est d'être interchangeables. Et ils ne s'échangent pas avec les prépositions. C'est tout pour aujourd'hui. On reprend ça à la langue.